Circonscription où nous avons nos envoyés spéciaux. Nous serons en direct ce soir, cette nuit, demain matin dès 6 heures pour les premiers résultats et nous vous alerterons bien sûr. Et puis vous pourrez suivre bien sûr tous les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent, les taux de participation, qui gagne, qui perd, ou s'il y a des problèmes ou pas, sur notre site, notre application et l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on va faire un petit tour de circonscription dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais vous présenter notre invité qui est avec nous dans le studio, Fouad Abounader. Bonjour. Bonjour. C'est l'ancien patron, l'ancien responsable des forces libanaises, fondateur de l'ONG Nauraj, qui a fait beaucoup de choses pour Ashrafi après le désastre du 4 août, notamment la construction d'appartements, d'immeubles, de maisons endommagées. Vous êtes le petit-fils de Pierre Jmaïel aussi. Et la première question que j'ai envie de vous poser, elle est personnelle. Est-ce que, vu l'enjeu, vous ne vous regrettez pas de ne pas être candidat, vous êtes retiré? Je n'ai jamais rien regretté dans ma vie, de tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui ont été bonnes et mauvaises. Mais bien sûr, j'aurais aimé bien sûr continuer. Le problème, c'est qu'on avait formé le noyau d'une liste. Et il y avait 3 personnes de cette liste que je ne vais pas nommer qui ont mis comme condition qu'on devait regrouper les 2 autres listes qui étaient dans l'opposition. Donc nous, on voulait faire une liste de l'opposition au matin. Et les 2 autres listes, il y a eu des discussions avec eux. Ces discussions n'ont pas abouti. Malheureusement, il y a beaucoup de divergences dues à l'ego parfois, dues à les priorités. Certaines personnes considèrent que dire non au Hezbollah aujourd'hui et dire oui à la souveraineté du Liban, ça vient après. Et puis ils préfèrent qu'on commence à parler, rénover l'État, l'économie, etc. Et ensuite, on verra le reste. Donc, il y a eu beaucoup de divergences, et au niveau politique, et au niveau de l'ego personnel. Mais vous serez dans l'après, vous serez dans l'après. Oui, sûrement. Vous n'allez pas renoncer à la politique? Non, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on va commencer. C'est pour ça que pour nous, déjà, on est déjà prêt pour le 16 mai. Et on commence à parler du 16 mai. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, la liste n'a pas tenu. Et les délais de enfin, il y avait eu... L'inscription? Oui, justement. Donc, les délais étaient terminés. On ne pouvait plus à nouveau demander à certaines personnes de présenter leur candidature. C'est pour ça qu'on a été obligé de nous retirer. Alors, moi, docteur Abounader, j'ai une question aussi qui va un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. Beaucoup de gens déplorent le fait qu'il y ait au sein d'une même circonscription au moins 2 listes souverainistes qui représentent, qui partagent en fait les mêmes valeurs, les mêmes fondamentaux. Ok, on ne peut plus déplorer ça, c'est un fait accompli. Mais à partir de là, après les résultats, comment, d'après vous, faudrait-il gérer cette situation entre les différents courants souverainistes qui se sont présentés au sein d'une même circonscription dans des listes différentes? Comment gérer la situation à partir du 16 mai? Comme vous l'avez dit, maintenant c'est Alea Yacta Est, c'est fini, les dés sont jetés, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut commencer à penser pour demain, à partir du 16 mai, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura sûrement des souverainistes ou bien des gens de l'opposition qui vont être élus, sûrement, parce qu'il y a le vote sanction et existe beaucoup dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Donc moi je crois que demain, ces gens-là qui vont être élus, demain, bien sûr c'est pas demain, demain, lundi, ces gens qui vont être élus doivent se regrouper au sein du Parlement dans un même groupe de pression qui doivent travailler ensemble et qui doivent agir ensemble. Parce que c'est très important de s'unir pour agir, pour pouvoir avoir un poids et un minimum une masse critique qui va leur permettre de voter pour de nouvelles lois, pour essayer de changer les choses, pour essayer de faire sauter certaines choses. Donc, ça, c'est la première chose qui doit être faite demain. Dépasser donc les égos personnels bien sûr, et les petits calculs partisans bien sûr, pour remettre sur la table les fondamentaux souverainistes pour faire barrage au Hezbollah, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, Hezbollah, et rebâtir l'État, rebâtir le pays, etc. Mais il y a une chose qui est très importante. Si demain, ces nouveaux députés vont encore sombrer dans, comme vous l'avez dit, ils ont fait plusieurs listes, 2, 3, 4, il y a 4-5 listes dans certains endroits. S'ils vont sombrer dans le moi, dans l'ego, je crois que ça ne va pas voler très loin. Le problème de l'ego, c'est certainement le problème essentiel qui a empêché les gens issus de la révolution de constituer des listes communes. Je vous propose de commencer à faire un petit tour du Liban. On va à Babda, la circonscription de Babda, Mont Liban 3.
Alors, dans cette circonscription, 6 sièges sont à pourvoir. Et l'enjeu, eh bien, c'est le 3e siège maronite qui se joue entre les forces libanaises, le courant patriotique libre, les Kataeb, Khalil Hello et le Bloc national Michel Hello. Mais l'actualité, l'événement ce matin, se passait surtout à Har Tahrek, en pleine banlieue sud de Beyrouth, où le président de la République est allé voter et où on va retrouver Pascal Abdallah. Pascal. Où nous nous trouvons aujourd'hui devant le centre de la municipalité de Har Tahrik, le centre de formation professionnelle. Nous nous trouvons dans la casa de Baabda, dans la banlieue sud précisément, un des fiefs du courant patriotique libre ainsi que du Hezbollah. Comme vous pouvez le voir, le président de la République vient d'arriver, acclamé par la foule et les électeurs qui l'attendaient nombreux, suivi du vote d'Alain Aoun. Le député sortant de Baabda qui espère renouveler son mandat. Rappelons que la Casa de Baabda aujourd'hui est une circonscription qui compte 171 746 électeurs avec 158 465 inscrits au Liban et 13 271 à l'étranger. 41 candidats sont en lice et briguent 6 sièges à pourvoir dans cette circonscription avec 314 centres de vote. Ces 6 sièges seront répartis entre 3 pour les maronites, soit 50% des sièges, 2 pour les chiites, soit plus de 33% des sièges, et le siège restant pour les druzes. Could you tell us why you are here today? Me or you? Both? Just trying to make some difference. Trying to make some difference. For me, it's about watering the seeds of change. So even though a lot of people feel there's no point because there's some kind of outcome already expected, but for me, it's a bigger picture. It's watering the seeds of change. Fouad Abounader, petite rapide réaction peut-être à Baabda, où là aussi c'est la désunion. Bien sûr. Comme partout. Voilà, les sièges maronites, Bien sûr. Décision sur les sièges maronites. Merci. On file vers le nord, vers la circonscription du Nord 3, celle qu'on appelle la circonscription des présidentiables. Eh bien, avant de parler de cette circonscription, je voudrais qu'on voit le graphique, voilà, qui résume assez bien les enjeux dans cette circonscription avec de très nombreux inscrits, 257 964 au total et 10 sièges à pourvoir. Et l'enjeu, ben, vous le savez tous probablement, c'est Batroun. Le focus, c'est Batroun et l'avenir de Gebran Bassil et son siège à Batroun. Et pour nous en parler, on va retrouver tout de suite Nada Raphaël, qui je crois est à Tanourine, Nada, dans le Casa de Batroun. Nada. Oui, en effet, Marc, je suis à Tanourine. Et je viens de voir un des candidats, Majid, qui vient de voter et qui vient de sortir du bureau de vote. Il se présente sur la liste du nord de la consultation. Depuis ce matin, on va dire qu'il y a très peu de gens dans le bureau de vote de Batroun. Il semble que tout le monde absent cet après-midi. Sauf à Tanourine El Fora, comme vous pouvez voir derrière moi, les gens commencent à appuyer de plus en plus pour venir voter. Merci Nada, on vous retrouve tout au long de la journée. Fouad Abounader, Batroun, c'est important. Oui, le nord, c'est important, bien sûr, comme toutes les régions du Liban. Vous pensez qu'il va garder son siège, M. Bassil? Moi, je crois que qu'il le garde ou pas, le plus important, c'est qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire avant la fin du mandat. Moi, je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut vraiment dire aux gens qu'on a encore quelques mois, on va essayer de faire au moins une petite chose. Ou bien essayer de faire changer les choses, ou bien essayer de trouver des solutions aux gens, parce que la situation est tellement difficile qu'il faut absolument relever le moral des gens
et redonner espoir aux gens. Voilà, c'est ça, je crois. Redonner espoir aux gens. Ça, c'est au point de vue global. Oui. On reste dans cette circonscription de Nord 3 et on va à Zrarta retrouver Victoria Verling. Bonjour Victoria. En cette matinée électorale, l'affluence est moyenne dans le plus grand bureau de vote de Zrarta. Dans ce casa de la circonscription Nord 3, majoritairement maronite, les 80 000 électeurs, dont 10% résident à l'étranger, peuvent choisir parmi cette liste. Pour autant, les regards sont surtout rivés vers 4 d'entre elles. Nous resterons là, du CPL, le pouls de la République forte, des forces libanaises, l'unité du Nord, PNSN et Marada, et le Nord de la confrontation, des Kataeb et de Michel Marouad. Si la bataille s'annonce serrée entre les deux dernières listes, certains semblent miser sur une percée de la liste Notre Nord, issue de l'alliance Bloc National, Sabra et Indépendant. Alors que les électeurs arrivent au compte-gouttes, le plus gros des votants est attendu vers 11h, soit après la messe, et durant tout le reste de l'après-midi. Merci Victoria. Là aussi, Michel, c'est très important, Zrarta. Oui, effectivement, Zrarta est connu traditionnellement pour être le fief, disons, des grandes familles politiques chrétiennes. Alors là, nous avons un duel entre Michel Marouad et Sleiman Frenji, par le biais de son fils, évidemment. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un duel de grandes familles, il s'agit aussi d'options, d'options de projets politiques. Vous, comment vous voyez un peu ce duel? Vous le placez dans quel contexte? Moi, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes du Nord. J'ai senti pour la première fois que les jeunes vont essayer de voter contre l'avis de leurs parents, donc contre le Zaïm. Et je trouve que la jeunesse aujourd'hui est en train de plus en plus de devenir indépendante des préjugés de la famille et des préjugés des allégeances familiales, féodales, etc., qui ont été héritées depuis, je sais pas, des centaines d'années peut-être. Donc moi je trouve que oui, il se peut qu'il y ait un changement. Et je trouve un peu que cette liste Shimaluna, Notre Nord, je crois qu'ils ont créé un nouveau concept quand ils ont fait ces primaires. Et moi, je trouve que ces primaires qu'ils ont faites ont vraiment créé une différence. Une différence dans le concept, comment on choisit les candidats. Et je trouve qu'ils vont avoir, je crois, une chance, ces gens-là. Mais au sujet des jeunes, est-ce que vous pensez que ces jeunes-là sont vraiment conscients de l'enjeu politique stratégique de ces élections, que ce n'est pas un enjeu traditionnel? Vous pensez qu'ils sont conscients de l'enjeu stratégique? Il y a toujours quelque chose, oui. Moi, je suis resté avec eux le 17 octobre en 2019. Je suis resté presque tout le temps. Chaque soir, j'étais avec eux parce que je voulais comprendre un peu cette jeunesse, si elle avait compris un peu le vrai problème du Liban et d'après eux, comment on pouvait trouver des solutions pour le Liban. Et ces jeunes ont été très étonnés de voir un responsable politico-militaire qui était avec eux, qui a osé descendre et rester avec eux. J'étais pratiquement le seul. Il y a de toutes les confessions, toutes confessions en chose. Donc, je passais de tente en tente pour donner un témoignage dans ce sens-là. Donc, j'ai senti deux choses. Un, ils ont compris que le vrai problème du Liban, c'est la lutte pour le pouvoir entre différentes communautés. Et ils ont compris que cette lutte pour le pouvoir est en train d'entretenir la peur de l'autre. Et c'est cette peur de l'autre que le Zaïm est en train d'utiliser pour justement leur faire peur, leur dire votez pour moi parce que moi je vous protège. Donc ils ont compris ça, ça c'est un. Deux, ils ont compris une deuxième chose, c'est que finalement le sunnite du Nord a faim, comme le chrétien qui a joui et qui a faim et qui a perdu son argent dans les banques. Et en même temps, le chiite de Nabati aussi qui a le même problème. Et ils se sont sentis qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, si vous voulez, il y a deux choses aujourd'hui qui découlent de ça. Un, ils ont compris qu'il y a un problème. Cette appartenance communautaire et religieuse, c'est un grand problème. D'où on a commencé beaucoup à discuter qu'il faut unifier le code civil, le statut personnel dans le code civil, pour que les gens ne soient plus tributaires justement de leur communauté religieuse. Et deux, qui commencent à parler pour comment créer le vrai citoyen libanais, citoyen d'un Liban souverain. Et là, il y a tout un programme. Merci Fouad. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Là, on revient à Beyrouth. On va faire les deux circonscriptions de Beyrouth. On commence par Beyrouth 1, circonscription très importante, avec 125 000 inscrits au Liban, près de 10 000 à l'étranger. Une circonscription qui a beaucoup
voter. D'ailleurs, le petit son, de petite musique que vous avez entendu tout à l'heure, c'est la régie qui essaie de joindre notre correspondante qui est à Beyrouth 1 et qui, me dit-on, est là. Bonjour Shaima, les enjeux sont majeurs dans Ashrafi blessé. Bonjour Marc. Oui, affluence massive dans les bureaux de vote à Beyrouth 1 depuis très tôt ce matin. Les artères principales de la capitale sont bouchées. On a des embouteillages énormes. Les habitants de Achafi et de Dawar sont tous en train de défendre, pratiquer leurs droits de citoyens, leurs droits de vote et de s'exprimer, notamment dans cette région de la ville qui fut gravement affectée par l'explosion du port de 2020, dont on voit toujours les dégâts un peu partout sur les immeubles dans les rues. Merci Shaima, vous restez toute la journée, vous allez suivre cette circonscription. Merci beaucoup Shaima. Oui. On va rester à Beyrouth. Beyrouth 2. Alors Beyrouth 2, l'enjeu du vote sunnite, il y a 11 sièges à pouvoir, 6 sunnites, 2 chiites, 1 druze, un grec orthodoxe et un évangéliste. Les sunnites de Beyrouth 2, les sunnites de Beyrouth, vont-ils participer ou pas après le retrait de Saad Hariri il y a quelques mois? Eh bien, on va le voir dans ce reportage et on le verra tout au fond de la journée. Nada Kurdi, vous êtes sur place. Bonjour, je me trouve actuellement à l'école Makasset près de Hajj Beyrouth à Mazraa, où les électeurs commencent à arriver. Il est 8h15. Pour la plupart, ils sont là pour le changement, pour voter, pour récupérer Beyrouth. Nous espérons avoir un taux de participation plus élevé que celui de 2018, qui était aux alentours de 40%, en tout cas par la circonscription de Beyrouth 2. Nous vous tenons informés au cours de la journée. أنا بن بيروت هلكنا من كل شيء صار بهالبلد نزعل عليه لأنه هيدا بلدنا يعني هيدا أحلى شيء بالدنيا لو برمنا العالم ما منلاقي مثل لبنان وأنا بن بيروت ونزلت من آخر الدنيا لغير وأنا من بيروت التغيير نحن نطالب بالتغيير حتى يرجعوا أولادنا من الغربة لحرمونا إياهم وحرمونا لقمة عيشنا وفقرونا وفجرونا وهلكونا. بليز 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 اتركوا الزعماء واتركوا اللي عملوه فينا انتخبوا بيروت. Fouad Abou Nader, c'est un vrai sujet, la participation des sunnites. Il ne semble être pas mauvaise. J'espère parce que quelqu'un qui est comme ça, qui se dérobe de ses responsabilités et en même temps qui dit moi je suis fâché, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas content, je vais quitter, il n'a pas le droit. Ça c'est le pays doit continuer indépendamment des gens, bien sûr. Je crois que le vote sunnite est très important cette fois-ci. Surtout que c'est un vote qui en général est souverainiste plutôt. Enfin, j'espère. Mais une anecdote comme ça. Quand, après l'explosion de Beyrouth, on était tous les jours en Beyrouth, Jemmaïzi, Mdawar, etc. Alors là, il y a un type à Jemmaïzi qui me dit tu sais, docteur Fouad, moi je te vois tous les jours ici, alors je veux te dire une chose. Il faut qu'on fasse un test pour tous ceux qui veulent demain devenir candidats à la députation. Il faut qu'ils viennent au début de la rue de Jemmaïzi et qu'ils marchent toute la rue de Jemmaïzi jusqu'à la fin. Et s'ils arrivent à faire tout ce trajet sans recevoir des injures ou des jets de pierre ou des jets de tomates, à ce moment-là, il a le droit de présenter sa candidature. Très belle image. Oui. Très belle image. On va regarder un reportage dans le Kisrouan maintenant. On va à Jbeil, où se trouve Samir Chof. Jbeil, l'enjeu, le siège chiite. Nous sommes actuellement devant la municipalité de Beyrouth. L'affluence est au rendez-vous. Les électeurs se sont empressés d'aller voter de bon matin. Handicapés, personnes âgées, tous se sont mobilisés pour un scrutin qui s'avère décisif pour la région. Le taux de participation avait déjà atteint les 66% en 2018, soit le plus haut taux enregistré dans une circonscription libanaise. À bien des égards, la circonscription du Mont-Liban 1 s'avère décisive. Que ce soit par le siège chiite de Jbeil, qui pourrait être le seul à ne pas être remporté par le Hezbollah,
mais aussi afin de mettre fin à la domination exercée par le courant patriotique libre dans la région, déjà entamée lors des élections de 2018. La perte de ces deux alliés, Charmel Rokoz et Narmet Efrem, a sérieusement affaibli le parti, qui fait face à la concurrence d'autres listes venant des forces de souveraineté. Il s'agit ainsi d'une bataille pour la souveraineté entre le courant patriotique libre, appuyé par le Hezbollah, et les forces libanaises, ainsi que la liste menée par Khaled Soraïd, qui a fait face à de nombreuses intimidations venant du parti chiite lors du mois dernier. Et on attend des élections pour un changement pour notre pays, quoi, parce que le Liban, le pauvre, on a chuté grave. On est dans une situation très pénible. Tout le peuple souffre et tout le monde y en avait marre, quoi. Alors il faut qu'on vote pour qu'on puisse gagner les élections. Bon, je ne veux pas dire dans quel parti je suis, mais c'est pour qu'on puisse changer notre vie, quoi. Jbel aussi compliqué, hein? Oui, partout c'est la même chose, je crois, ça se répète. Mais Jbel, je crois que l'enjeu, comme vous l'avez très bien dit, ça va être est-ce que le Hezbollah va prendre son siège. Son siège. Oui, on va voir. Le seul qui peut échapper de façon normale au Hezbollah. Moi, je crois qu'il y a des listes, par exemple, la liste à Baalbek, il y a des chiites qui sont très bien, qui sont représentatifs de Baalbek. Oui, mais le problème à Baalbek, justement, c'est que les candidats chiites qui n'ont pas accepté de céder aux menaces du Hezbollah ont fait l'objet de pression. Ça, c'était qui était sur la liste des forces libanaises. Non, moi, je parle de la liste il y a Abbas Yari, il y a vraiment des gens qui sont très respectables et très respectés à Baalbek. Ça peut être la surprise du jour. Ouais. Alors, on continue notre voyage, on repart vers le matin, on monte vers le matin. Chez moi. Oui, c'est chez vous. Voilà, c'est des voyages qui ne coûtent pas cher en essence, voilà. C'est la technologie, les miracles de la technologie. Le matin, mon Liban 2, donc il y a 183 000 inscrits, et l'enjeu là, Amin Skandar qui est sur place, vous allez nous en parler, c'est le siège grec catholique. C'est un cousin. Bonjour Amine. Bonjour Marc. En effet, il y a un siège ici qui est hautement symbolique. Et le 8 mars, avec le CPL en tête, essaye de l'obtenir à tout prix pour barrer le passage au candidat des forces libanaises, Melhem El-Yeshe, qui serait une grande réussite et un grand symbole pour le camp souverainiste, et donc qui retirerait la couverture du Hezbollah dans cette région du Matan. Donc on entend dire qu'il y aurait éventuellement un report des voix aounistes en masse vers le candidat Edgar Malouf sur le siège grec catholique. Est-ce qu'il y a beaucoup de quitte à les retirer ailleurs de chez Canaan, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui participe au vote? Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens qui viennent voter? Alors écoutez, depuis tôt ce matin, c'était tout à fait normal. Par exemple, à Beth Mele, vers 11 h, il y avait le quart des personnes qui avaient voté au total l'année dernière à Beth Mele. Au niveau du matin, nous sommes à environ 18%. Enfin, nous étions à 18% vers 11 h. Et on sait qu'en 2018, le taux de participation était arrivé à un total de 50, légèrement plus que 50%. Merci beaucoup Amine. Merci, on vous retrouve tout au long de la journée. On voit vos reportages de toute façon sur l'application et le site que je vous invite tous à aller voir. On vient de faire un super reportage d'ailleurs sur cette circonscription. Michel. Alors au Matan, cette année, nous avons un nouveau panorama politique. Nous savons qu'avant la guerre, le Matan a toujours été le fief du président Amin Jumaïeh, même du temps du président Bachir Jumaïeh. Alors que là, depuis quelques années, nous avons un nouveau panorama. Les forces libanaises qui sont solidement implantées quand même dans cette région. Il y a le parti Kataib, évidemment, et les Aounis qui essayent aussi de s'imposer, sans compter, évidemment, Michel Mourgue, la famille Mourgue. C'est un nouveau panorama politique. D'après vous, comment il peut évoluer ce panorama politique? Est-ce que, sur le plan symbolique, qu'est-ce que ça représente?
Moi, je crois que les Kataeb sont encore toujours les plus forts aujourd'hui. Ils ont, dans les statistiques, ils ont au moins 2 candidats, 2, quelque chose. Et bien sûr, à un certain moment, il y a eu le CPL qui a pris un peu le dessus dans cette région-là. Mais je crois que maintenant, les choses vont changer. Au niveau du CPL, c'est-à-dire? Oui, mais parce que surtout, ensuite, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le CPL n'a plus avec eux le Tachnak. Le Tachnak sont avec Mour. Et le parti PPS aussi, enfin PSNS aujourd'hui, ils ont changé de nom. Et aussi, ils ne sont pas avec eux. Donc, pratiquement, ils vont avoir moins de voix. Sans compter les luttes intestines, quand même, entre eux. Eh oui, bien sûr. Surtout au matin, il y a des luttes intestines. Bien sûr. Évidentes, oui. On va essayer d'aller tout de suite maintenant dans le Chouf. Alors, cette circonscription du Mont-Liban 4 réunit beaucoup de monde, 346 451 inscrits. Et il y a 13 sièges à pouvoir, il y a 7 listes. Et l'enjeu, ce sont 3 grandes listes, les FL, le PSP et le 3e siège maronite, un siège aussi druze qui se joue entre Marwan Ahmed et Wiam Wahab. En attendant que la correspondante est prête, me dit-on. Donc, Roula Baidoun est sur place, elle est juste prête. Roula, comment ça se passe dans le Chouf? Vous avez rencontré tout le monde à peu près. Bonjour Marc, je me trouve à Beit Din entre le Sérail et un bureau de vote. J'ai voulu partager avec vous un peu la beauté de ce paysage. Très beau. En effet. Et en fait, le scrutin est paisible, un peu à l'image de ce paysage. Jusqu'à présent, l'affluence est autour de 25%. Certains bureaux de vote parlent de 35%. Il n'y a pas eu de problèmes qui ont été signalés. Le paysage est paisible. Le paysage est paisible, oui. Mais la lutte au fur et à mesure de la journée sera âpre, notamment entre Marwan Ahmed et Wiam Wahab. Il ne faut pas sous-estimer tout à fait. Les indépendants. Parce que Wiam Wahab a le support du Hezbollah, qui avait clairement dit qu'il allait supporter ses alliés dans certaines régions. Et il avait mentionné Chouf Alay. Merci, et je crois que le PSP distribue ses voix de façon à garantir que ses principaux candidats soient élus. Bon, restez dans cette ambiance bucolique, mais ne vous endormez pas, hein, s'il vous plaît. On a besoin de vous toute la journée. Voilà, Abounader, un petit commentaire. Moi, je crois que, bien sûr, la force principale au Chouf, c'est Jumblat. Et bien sûr, si jamais il y a des sièges qui vont être perdus, c'est des sièges qui étaient à lui qui vont être perdus. Bien sûr, ça c'est d'un côté. Et d'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer les listes indépendantes. Du tout. Moi, je crois qu'il y a une tendance, chez les jeunes surtout, à voter, à donner leur vote à ces gens-là. Ok. Mais ces listes sont trop nombreuses. C'est ça le problème. Surtout au Chouf. C'est ça le problème. Ça va éparpiller les voix. Bien sûr. Avec des gens dont on ne connaît pas. On ne connaît pas tellement. Ils n'ont pas eu le temps de se lancer. Bien sûr, c'est toujours difficile. Parce que la Saoura, beaucoup de gens sont quand même déçus. Oui, bien sûr. Parce que, voilà, que reste-t-il de la Saoura? Quelques gens infiltrés, d'autres gens vraiment indépendants, mais qui ne sont pas connus. Et une partie d'entre eux ont un ego tellement démesuré qu'ils ont réussi à faire aucun programme commun, donc c'est un drame. Et comment voulez-vous être souverainiste aussi désordonné face à une machine de guerre organisée en face? Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Écoutez, il est 13h30, 13h29 exactement. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Michel. On se retrouve ce soir, tout à l'heure, vers 18h ou avant, s'il le faut. Mais d'ici là, restez sur notre application, nos réseaux sociaux et notre site. Et vous aurez toutes les informations, tous les reportages en temps réel, sans problème technique. Et tout va bien. À tout à l'heure. Votez bien.